Née en 1994 à Douala, Lauriane Yungan, très jeune, est passionnée par le dessin, par les mangas. Après une formation à l'Institut de formation artistique de Mbalmayo en option céramique entre 2011 et 2015, elle étudie l'art plastique à l'Université de Yaoundé 1. À travers des représentations de scènes de vie quotidienne et de portraits, elle exprime sa sensibilité sur des sujets liés à la tolérance, l'altérabilité, la matière, l'analyse transactionnelle et l'extase. Elle raconte avec subtilité sa vie, ses frustrations, ses désirs, ses joies. Elle parle au monde par son art, car trop timide pour le faire avec sa voix. Le plus important, elle soigne les douleurs de son enfance par cette façon de peindre, car prise au piège, elle s'est sentie trop souvent. Ses sources d'inspiration sont ses propres photographies et celles de divers personnages prises dans les magazines. Ses médiums de prédilection sont l'argile, l'acrylique et les perles. Lauriane vous reçoit dans son atelier au milieu de la poésie de son quotidien. À suivre donc la pause d'art. Merci Lauriane de m'accueillir chez toi. Merci Yvonne déjà pour ta présence et pour l'opportunité de ce podcast. Je t'en prie Lauriane. La toute première question, celle que nous adressons à tous nos invités, c'est de savoir, Lauriane, comment tu arrives à l'art? Alors, je dirais que l'art est venu à moi. Je dirais pas que j'ai choisi l'art, non, j'ai pas choisi l'art. J'ai pensé depuis très longtemps, depuis plusieurs années, que j'avais choisi de faire de l'art. Mais au fil du temps, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas choisi, j'ai accepté de faire de l'art. Et l'art m'a choisi. Donc, j'ai commencé à dessiner toute petite. J'étais vraiment attirée par des représentations de manga, des dessins animés. Et parfois aussi, quand je me sentais isolée, toute seule là dans mon coin, je faisais des petits gribouillages comme ça sur des feuilles de papier. Et après ça, déjà, il faut savoir que j'étais quelqu'un de très introverti. Donc, c'était que le seul moyen qui me permettait de m'exprimer et de me retrouver. Surtout que j'ai perdu mon père très jeune. Donc, il y a ce manque-là. Et je cherchais un peu ce réconfort-là que je ne trouvais pas vraiment chez des humains. Et voilà quoi. Donc, après ma jeune enfance et le début de l'adolescence, j'ai commencé à vraiment reproduire des visages, hormis des mangas. Je regardais des visages des personnes qui m'intéressaient et puis je reproduisais. Le premier portrait que j'ai fait, c'était celui de ma maman. Après, celui de mon beau-père. Donc voilà, et au fil des années, je commençais à aller un peu au-delà, à faire des paysages. Oui. Et en faisant cela, j'ai rencontré Abdias Ngate. Et nous sommes devenus amis, un peu proches. J'allais chez lui et on passait du temps ensemble. Quand il travaillait, il m'a dit, bon, si tu aimes tellement faire de l'art, pourquoi tu ne vas pas faire l'école d'art? Je lui ai dit, mais est-ce qu'il y en a? Il me dit oui. Il y en a en Mbalmayo et c'est comme ça que après mon cap, je vais en Mbalmayo pour faire les études des beaux-arts. Et là, tu as eu un cap en quelle spécialité? Secrétariat bureautique. J'ai fait secrétariat bureautique. Après, j'ai arrêté pour faire médecine parce que maman voulait beaucoup que je fasse médecine. D'accord. Et... Mais excuse-moi, mais là quand même, il y a un grand bond qui se fait, Lauriane, c'est-à-dire secrétaire bureautique que toi tu as voulu faire, la médecine que ta maman a voulu faire, et puis tu t'es dit non, finalement tu veux faire revenir à tes premiers amours, le dessin, bref, l'art. Ouais. Mais quel a été comment je vais dire ça, je pense que ça a dû créer un conflit au niveau de la famille. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment ta maman a accueilli cette nouvelle, cette décision? Alors déjà, le choix de secrétariat bureautique, je pense, je ne l'ai pas vraiment fait. J'ai accepté, on m'a fait la proposition, j'ai dit pourquoi pas. Et je suis allée parce qu'en fait, j'ai eu une enfance tellement difficile
Oui, j'ai pas eu une réelle enfance où les enfants s'amusent et puis voilà. Moi, je passais mon temps à travailler, beaucoup travailler. Et parce que quand mon père est décédé, ma maman ne pouvait pas prendre soin de nous et donc elle a dû un peu nous disperser comme ça de part et d'autre. Donc je me suis retrouvée avec une grande-tante. Ouais, elle vendait de la nourriture et c'était énormément de travail là-bas. Donc déjà petite, 6 ans comme ça, à 7 ans, je me levais déjà à presque 4 heures. Je me couchais déjà à 23 heures minuit parce qu'on travaillait. Les vacances, c'était pareil. Donc c'était compliqué. Donc quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, pour moi c'était évident que je pourrais être une très bonne. Ouais, une bonne forme de ménage. Voilà. D'accord. Donc, je me suis dit ça à maman, bon, je vais être bonne. Et elle a éclaté tellement, elle a tellement pleuré. Je n'ai pas compris pourquoi elle pleurait. Pour moi, c'était évident que, ouais, elle a pleuré. Après, bon, elle a causé avec la voisine qui m'a proposé peut-être secrétaire bureautique. J'ai dit pourquoi pas. Et donc, quand je suis allée à ce qui fait secrétaire bureautique, j'ai eu le cap. Et après, quand je voyais toujours ma maman en train de travailler, peiner, ça me fendait le cœur. Je dis, moi, je vais faire quelque chose qui va rapidement donner de l'argent pour pouvoir la soulager un tout petit peu. Et donc, j'ai dit, bon, elle voulait vraiment que je fasse la médecine parce que c'est quelque chose qu'elle a voulu faire. J'ai dit d'accord, je vais faire la médecine de toutes les façons. Je pourrais toujours vendre des médicaments à côté, ça donne un peu de sous. Et donc je suis allée 1 an et on me disait, il y a le médecin qui signait toujours des trucs là. Il était dans son bureau, il m'envoyait acheter à manger. Quand j'étais en stage là, il m'envoyait acheter à manger, je signais des trucs, je calmais des enfants, je faisais des injections. Donc je dis, oh non, ça c'est pas ma vie moi. Okay. C'est pas ma vie ça. Je vais pas, moi je vais être, si je fais médecine, je dois être à la place du médecin, pas à faire toutes les petites besognes là qui me demandent de faire. Je dis non. Et moi, j'ai dit à ma mère, écoute, tu n'as pas les moyens pour me payer les études de médecine, ça c'est clair, je ne pourrais pas. Et moi non plus, je ne pourrais pas parce que ça coûte énormément, donc je ne sais pas. Et quand Adiabs m'a fait part de Mbalmayo, j'ai dit, je vais aller regarder. Mais déjà, comment tu rencontres Abdias? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Abdias Ngateu, c'est un plasticien camerounais qui est bien installé aujourd'hui et qui fait un travail extraordinaire. On espère d'ailleurs la voir sous la main bientôt. Alors, Abdias, je crois que je le rencontre quand je suis allée à Bonapriso. Il y a une petite rue là-bas où les gens exposent des tableaux. Oui, j'étais là-bas. Et je crois que j'avais apporté quelques œuvres pour voir dans quelle mesure les faire exposer aussi. Je crois que c'est là que j'ai fait la connaissance de Abdias Ngateu. Oui. Et on a tellement sympathisé et voilà. J'allais chez lui les week-ends comme ça, on travaillait, ainsi de suite. D'accord. Donc c'est lui qui te conseille Mbalmayo, l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. C'est lui qui me conseille. Et si tu aimes ça, vas-y, tu pars à l'université, tu pars à l'école puisque tu es encore très jeune. Ouais. J'ai dit, ah, d'accord, super. Et voilà, c'est comme ça que j'y vais. J'en parle à ma maman, j'en parle à mon beau-père, que je vais arrêter la médecine, je vais faire de l'art. Mon père me dit, ah, tu m'informes ou tu me demandes la permission? J'ai dit, je t'informe. Voilà. Il dit, ok, d'accord. Voilà. Et donc, j'y vais. Comme je faisais des petits jobs de part et d'autre pendant des vacances, les vacances dont j'avais un peu des sous à côté. Donc, je suis allée, je pris des renseignements, tout. Et puis, j'ai directement fait une avance pour la scolarité. D'accord. Et il restait 1 semaine pour la rentrée des cours. Et donc, je suis retournée sur Douala. Je dis, ah, je me suis renseignée, tout est bien et j'ai déjà fait l'avance. Ma mère dit, mais comment tu as fait l'avance? Et puis, tu vas aller vivre en Bango tout seul. Et j'ai dit, oui, ben,
je vois pas où est le problème, je vais aller là-bas. De toutes les façons, j'ai déjà fait l'avance. Ouais. Elle dit, et tu vas habiter où? J'ai dit, j'ai cherché des chambres, j'ai vu, il y a une chambre qui va bientôt se libérer, donc je vais rester chez quelqu'un que j'ai rencontré là-bas quelques semaines et dès que ça se libère, je vais occuper celle-là. Donc je suis allée avec un petit réchaud, un petit matelas, une place et mon sac et c'est presque tout, les pâtes et Voilà. voilà. Le nécessaire. Le nécessaire. La pause d'art. Et donc ma mère me dit, oh, qu'est-ce que je vais te dire de ne pas avoir des amis, de toutes les façons, tu n'en as pas. Voilà. Elle me dit, essaye quand même d'en avoir un, ce sera bien. Voilà. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et donc je suis allée 3 ans et je suis arrivée, j'ai commencé à faire des cacahuètes, des croquettes. D'accord. Ouais, pour pouvoir payer le loyer aussi. Et c'est ça qui me permettait de tenir. De temps à autre, les parents envoyaient un peu de sous. Ouais. Mais et comment tu as trouvé la formation là-bas, Lauriane? Je pense que c'était un peu frustrant, je vais dire. Je n'étais pas la meilleure des meilleures, non. J'étais loin de là. J'étais vraiment pas la meilleure parce que il y avait tellement de choses qu'il fallait gérer. Je n'étais pas en plein. J'ai jamais été en 100% dans les études réellement parce qu'il y avait toujours le côté responsabilité de moi-même, tu vois. Donc c'était un peu compliqué. Il fallait mettre un peu peut-être 50% d'études, 50% pour chercher les fonds, 50% pour pouvoir créer. C'était compliqué, donc je n'étais jamais à 100%. Ouais, mais quelles sont tes astuces? Quelles sont les astuces que tu as développées justement pour pouvoir malgré tout associer ou vivre toutes ces vies-là? Je te pose cette question parce que notre cible aussi est un auditoire de jeunes artistes, peut-être d'artistes qui sont encore dans des instituts des beaux-arts ou des écoles d'art, qu'ils puissent peut-être calquer, se calquer sur ce que tu as fait. Parce que je suis certain que les difficultés que tu as eues il y a déjà un certain nombre d'années ne sont pas très différentes de certaines difficultés que doivent traverser des jeunes aujourd'hui. Alors ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je dirais que, comme on le dit si bien et même dans la Bible, la vérité est en nous, hein, et la vérité est propre à chaque individu. Et donc, quand tu as un rêve, je pense que tu n'as pas un rêve juste parce que c'est arrivé comme ça. Je pense que tu fais des rêves, tu as des rêves parce que c'est écrit quelque part. Et tu dois te donner les moyens pour pouvoir réaliser ces rêves-là. Et donc, j'ai observé mes parents, la vie qu'ils avaient. J'ai dit, moi, je ne veux pas de cette vie-là. Pour rien au monde, je voudrais te servir. Et c'est vrai, je suis née dans une famille très démunie. J'ai dit oui, ça j'accepte. Mais que j'accepte de finir comme ça, il est hors de question. Alors j'ai dit, moi je vais faire ma part, Seigneur. Je vais travailler à 200% s'il le faut, à 300%, voire même 500% s'il le faut. Mais toi, de ton côté, tu dois faire tout ce qu'il faut pour que les choses aillent bien. Je donne pour moi et toi tu donnes pour toi. Alors je me suis jamais plaint de travailler suffisamment ou assez. Donc j'allais à l'école quand il fallait, j'écrivais, je faisais les devoirs et toujours j'avais mes devoirs toujours au propre et à l'heure. Et donc ce que je faisais, c'est avoir vraiment une sorte de rigueur. Ouais, et des disciplines vraiment peut-être militaires, même si on peut dire. Alors, les amis, c'était pas la peine d'y penser, c'était vraiment pas la peine. Tu n'avais pas le temps pour ça. Non, j'avais même pas le temps pour ça. Petite amie, c'était à la fois tolérable, c'était pas vraiment ça, mais c'était un peu tolérable. Ouais, du moment où on se prend pas la tête, où tu me demandes pas d'être présente. Ouais. Donc, c'était un peu ça, études, travail, et voilà, c'était juste ça.
Et je suis arrivée en Balmayo, j'ai pris option céramique. D'accord. Alors, j'ai fait ça pas parce que j'aimais la céramique. Je me suis dit, bon, c'est une nouvelle possibilité, je pourrais apprendre. Et surtout, j'ai la possibilité d'avoir des pièces de 500 francs, 1000 francs. Pourtant, la peinture, c'est pas le cas. Il faut peindre et en plus, ça se vend cher et tu n'es pas sûr de vendre tout le temps. Par contre, avec la céramique, tu peux facilement vendre 1000 francs à n'importe qui. Mais c'est ingénieux parce que ça veut dire que toi, avant de t'inscrire, tu avais déjà fait une énorme réflexion en amont. C'est-à-dire, tu te dis, OK, la peinture, déjà, je sais dessiner quand même, donc ça va. Mais il faut quand même vivre quand je suis en Balmayo. La peinture, elle ne se vend pas comme des petits pains. Or, la céramique, je peux faire des tasses, des ici. Mais tu es dangereuse, Lauriane. Et surtout que j'avais rencontré M. Kanté parce qu'Abdias m'a passé le contact de M. Kanté. Et quand on s'est arrivé, on a tellement sympathisé, on s'est pris d'affection d'un coup. Et comme il était professeur de peinture, j'ai dit, bon, lui, nous sommes déjà très proches, donc de temps à autre, je jetterai un coup d'œil pour apprendre en peinture comme ça, sans être inscrite. Oui. Okay. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Jacques Kanté est un professeur d'art contemporain très respecté et je dirais même aimé de ses étudiants et de ses anciens étudiants au Cameroun. Il a mis sur pied une association qui s'appelle Arkeyo qui, une fois par an, initie une résidence où voilà, il pousse la réflexion plastique des jeunes apprenants et invite des artistes déjà bien connus qui ont une vraie carrière pour encadrer ces apprenants-là. Merci de continuer, Lauriane. Oui, donc c'est comme ça et moi j'ai fait céramique 3 ans et de temps à autre j'ai jeté des coups d'œil. Quand M. Kanté donnait des cours aux étudiants, soit il venait en stage chez lui, tout ça, ou quand lui-même faisait ses propres travaux, et je posais des questions si je pouvais, et puis voilà. Donc... Mais il y a quelque chose que je connais être au centre des inquiétudes ou des préoccupations d'un étudiant, c'est le matériel. Parce que c'est vrai, la céramique, on va dire c'est de l'argile, mais il y a d'autres ajouts qui coûtent aussi. Comment tu faisais pour le matériel, Lauriane Louga? Déjà, en Balmayo, je ne me suis jamais préoccupée du matériel. Pourquoi? Parce que en faisant de la céramique, on avait la possibilité d'avoir de l'argile déjà à l'établissement. Donc, quand je travaillais, si j'avais 10 kilos d'argile, pour faire un pot peut-être de 50 cm, je faisais l'effort d'avoir 1 kilo en moins. C'est-à-dire que le pot de 50 cm, je le fais à moins de 10 kilos, ouais. Donc je peux le faire à 9 kilos. Oui. Et c'est un pot de 50 cm, effectivement, mais j'ai 1 kilo en plus que je vais retourner à la maison avec pour faire mes propres travaux. Et donc, c'était comme ça. Et je pense que jusqu'à présent, ça s'est répercuté dans mon travail parce que même dans des pots, j'ai horreur des pots qui pèsent. D'accord. J'ai horreur. Quand quelqu'un fait un pot, il est super lourd. J'ai dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux l'alléger. D'accord. Donc, il y a eu une économie de matériaux pour pouvoir continuer à la maison sur tes propres... Effectivement. Et aussi, il y avait des camarades qui aimaient bien des choses un peu... Bon, la vie des jeunes, acheter peut-être des vêtements, acheter ceci. Donc, je pouvais échanger un peu de sous contre beaucoup d'argile. D'accord. Oui. OK. Ou je pouvais échanger de l'argent aussi parce que j'achetais du matériel, j'achetais des objets déjà finis à mes camarades. Et je retournais sur Douala pendant les vacances et je revendais là-bas. Super, ouais. Super. Donc, c'est à l'université que je commençais à me préoccuper vraiment du matériel. La pause d'art.
je vais juste te poser une question avant qu'on enchaîne sur ton parcours à l'université. C'est la question du référent. Parce que tu es une jeune fille, comme Abdias te le faisait remarquer, tu étais super jeune à l'époque. Mais une jeune fille dans cet univers d'hommes, parce que généralement dans les beaux-arts ou même dans l'art, il y a beaucoup plus de visages masculins que féminins. Est-ce que tu avais quand même un référent féminin ou quelqu'un à qui tu souhaitais ressembler? Voilà. Est-ce que tu avais des visages féminins auxquels tu pouvais t'identifier déjà à cette période-là? Non, non, du tout. Je n'avais pas de visage. Déjà, je n'étais pas super féminine, hein? Je dirais pas ça. Ouais, j'ai toujours été super autonome. C'est-à-dire que s'il y a un sac de 50 kilos et qu'il faut le soulever, je le soulève. Donc, si ça me dépasse avant que je vois dans quelle possibilité demander de l'aide, mais j'essaie d'abord et la personne, le seul référent. Moi, j'ai beaucoup admiré ma mère, la force qu'elle avait pour nous élever. Donc, c'était un modèle pour moi. Et après, masculin, c'est mon grand-père. Ouais, c'est mon grand-père. Pas parce que c'était quelqu'un de super imposant ou non, c'était pas ça. Mais c'était quelqu'un d'une extrême douceur, quelqu'un de vraiment vertueux. Ouais. Ton grand-père maternel? Oui. Donc, j'ai chérissé ce souvenir de lui là, à l'intérieur. Et je travaillais davantage pour être, en fait, pour combler mon manque, je dirais. D'accord. Ok. Donc, après, tu préfères aller à l'université. Pourquoi pas aux Beaux-Arts? Parce qu'à l'époque, je crois, les Beaux-Arts étaient déjà fonctionnels. Oui, les Beaux-Arts étaient déjà fonctionnels. Alors, ce que je me suis dit, les Beaux-Arts, c'est un peu reculé. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir dans cette ville-là, qu'on s'en bat? Est-ce que je pourrais me déployer et avoir quelques revenus pour m'en sortir? Alors, je me suis dit non. Yaoundé, c'est plus cosmopolite. Oui, voilà. c'est cela. Et je pourrais facilement faire des études, en même temps faire des activités qui vont me rapporter. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi Yaoundé. Et surtout que je me disais, bon, peut-être j'aimerais faire une thèse un peu plus tard. D'accord. Ouais. Je me dis, d'accord, je vais plutôt à Yaoundé. Ok. Et pendant, justement, quand tu t'es installé à Yaoundé, comment ça s'est passé les premières... Alors, c'était super, hyper compliqué. Ouais, je crois les premières années, oui, surtout la première année, c'était super compliqué parce que quittant de Mbalmayo, j'avais mon premier copain là. Et ouais, on a eu une séparation très violente, si on peut dire ça comme ça. Parce que lui, il avait une vision, il voulait le mariage, fonder une famille, se caser. D'accord. Et moi, je voulais une autre vie. Je voulais voyager, je voulais être quelqu'un, je voulais accomplir des choses. Hormis juste être une femme de quelqu'un ou avoir des enfants, je voulais aller au-delà. Et je lui ai dit, toi tu es jeune, je suis jeune. Reprends tes études et comme ça on va avancer ensemble, c'est mieux. Ouais. Et lui ne voulait pas puisqu'il travaille déjà, il avait un peu d'argent. J'ai dit, moi j'aspire à beaucoup de choses. Si toi tu dois rester en arrière, comment est-ce qu'on va faire pour s'entendre dans l'avenir? Et je vais fréquenter des grandes personnes. Est-ce que tu vas pouvoir... Tu risques frustré, ça reste oui, effectivement. J'ai dit, reprends des études, même en cours du soir. Et on évolue ensemble. On ne sait pas, peut-être demain tu peux avoir une carrière, on ne sait pas. Et il n'a pas voulu. Donc c'était compliqué, la séparation, tout. Parce qu'en fait,
avec son père. Son père s'est dit, ah, t'as exploité mon fils, il te payait des études et tout ça. J'ai dit, mais non, qui vous a dit? Il ne m'a jamais payé les études, le voilà. Et puis il dit que mais même s'il t'a donné 5 francs, il t'a payé des études. J'ai dit, mais de toutes les façons, on ne va pas se prendre la tête. Prenez un format et écrivez ce que vous voulez. Oui. Ouais. J'ai dit ça, écrivez ce que vous estimez que votre fils m'a donné. Ouais. Et son fils, un garçon vraiment, il était tellement influençable, c'est fou, hein. Ouais. Et puis, ils ont fait toute une liste, carrément. Et ils m'ont remis la liste. Ma mère était là, mon père était là. Et quand mon père est venu, je lui ai dit, c'est pas ton problème de toutes les façons. Si tu veux m'accompagner, tu m'accompagnes parce que tu veux me soutenir, Oui, mais ne te prends pas la tête de avec mes ça. histoires. Oui. Et ok, il était là. Et on me donne la liste. J'ai dit, d'accord, c'est bien. J'ai pris note. Il dit, et les études? J'ai dit, mais s'il n'a pas mentionné les études, c'est qu'il n'y a pas les études. Même l'argent de poche, je refusais. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et donc, j'ai pris la liste. J'ai pris tout ce qu'ils ont mis sur la liste, qu'ils estimaient m'avoir donné. Et je les ai remis tout cela. Carrément. Carrément, j'ai remis tout cela. Voilà, c'est bon. Il y a autre chose? Non. Et je suis partie. Et du coup, ta première année à l'université, ça t'a marqué, Oui, c'était difficile de vivre avec ce souvenir. Parce qu'en fait, j'avais pris aussi de mes économies, tout ça, tu vois, pour pouvoir remettre. Investi dans le coup, ok, j'ai investi comme ça et j'ai remis, j'ai dit voilà, je m'en vais. Et c'est comme ça, j'ai commencé l'université, j'avais presque pas de sous. Oui. Je me suis inscrite et j'ai passé presque 2 semaines à avoir, 2 semaines et plus, j'avais presque 500 francs. Wow. Ouais. 500 francs, c'est 500 francs. Moins d'1 euro en fait. Je me rappelle à cette époque, c'était la période des safos, les prunes. Et donc j'achetais un pain. J'avais acheté un pain comme ça pendant 3 jours et j'avais acheté les safos de 100 francs, c'était beaucoup comme ça. Et donc je faisais bouillir et je chargeais le pain, je le coupais en 3 et j'avais le matin et le soir quand je rentrais et puis j'avais l'autre morceau pour déjeuner le matin encore. Et un soir j'ai eu tellement faim que je ne trouvais pas le sommeil. Et j'ai pris de l'eau sucrée. Ouais. J'ai bu et je me suis couchée. Et je me rappelle, j'ai tellement pleuré ce soir-là et je me suis dit, peu importe ce qui se passe, tu vas réussir tout ce que tu fais. Ouais, et je crois que tu es sur la bonne voie, c'est ce que tu es en train de faire à ton rythme. Je me suis dit ça, peu importe ce que tu feras, tu vas réussir tout ça parce que tu le dois à toi-même. Ouais. Et donc, il y a ça. Et après, au milieu de l'année, il y a mon petit ami qui est encore revenu. Il m'a dit, ah, tu veux faire les études? Tu m'as dit, tu veux faire les études? Moi, je veux me marier, il n'y a pas de souci. Je te paye toutes les études, je paye ton loyer, mais sauf que tu ne rencontres aucun homme, tu restes là. Je lui ai dit, va te faire foutre, quoi. Et c'est comme ça, c'était pas facile. Après, je voulais surtout pas déranger mes parents, ma mère, parce que c'était déjà super difficile. Et chaque fois qu'elle appelait, je dis, je vais bien, je vais très bien. Oui. Parce que je savais qu'elle-même aussi, c'était compliqué. Je voulais pas lui faire de la peine, tout ça. Donc, j'ai travaillé, j'ai eu un peu d'argent un peu plus tard, je ne me rappelle plus trop comment. Je ne sais pas si c'est mon beau-père, mon père qui m'envoie un peu de sous. Et j'ai repris mes activités. D'accord, tes activités commerciales. Oui. Ouais, et là, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là pour... En ce moment, je faisais des croquettes, des cacahuètes et des gâteaux aussi. Après, j'ai un peu plus d'argent. J'ai commencé aussi à faire des boulettes de viande et de poisson que j'enrobais de plantain. Je vendais à l'université.
Et je me souviens, un enseignant m'a dit, un jour tu vas venir ici avec le pouce. Rempli de marchandises. Oui. J'ai dit oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Je dois payer le loyer, faire l'école et tout ça, c'est pas évident. Et donc j'étais là et une enseignante m'a demandé un jour, qu'est-ce qui se passe? Tu n'évolues pas, tes notes n'évoluent pas beaucoup, tu es très standard. J'ai dit oui, je suis standard, mais je suis dans la moyenne, madame, je ne peux pas faire plus. Ouais, parce que si je fais plus, ça voudrait que je mets mes activités, ce qui me permet de vivre, suppose. Donc, je ne peux que donner cela. Et elle dit, oh, c'est difficile, mais il faut faire plus, machin. J'ai dit, madame, je veux pas être première, ni major. C'est ça. Oui. Je veux apprendre et survivre en même temps. Effectivement. Mais alors déjà, nous avançons un peu, mais est-ce qu'à ces moments-là, par exemple, à l'université, tu avais déjà des contacts avec des artistes sur la scène, des choses comme ça? Pas vraiment, je n'avais pas vraiment de contact. Je voulais plus dans un autre domaine parce que je faisais des petits trucs, des vases, des petits tableaux que j'allais vendre au fret aéroport, dans des bureaux. Ouais, je toquais de porte en porte, je présentais, je vendais. Et après ça, quand on a fait monsieur Kenny, un enseignant à l'université. Oui, M. Kenny, il a organisé une exposition. Et c'est de cette exposition que j'ai dit, bon, peut-être il serait bien que tu commences à exister sur la scène artistique. Oui. Et là, tu fais quelle année à l'université? Là, je suis en train d'aller à la 3e année. D'accord. Et donc, j'ai dit, ok, il est temps. Et donc, c'est là où la question du matériel commence à se poser. Donc, je travaille encore 3 fois plus. Oui, je me rappelle, j'ai fait un jour. J'ai fait 2 jours sans dormir. Ouais. Parce que j'ai fini de faire des croquettes, j'ai un sachet. Et après, il y avait des devoirs. Et quand je me suis levée là, je voyais les 7 heures et j'ai cours. Je me lave rapidement, je vais en cours. Et quand je rentre, j'ai des croquettes à livrer et j'ai encore des devoirs. Et je me couche peut-être, je crois, 5 heures pour me lever 6h30 et les cours presto à l'école. Et je marchais comme un zombie. Oui, j'imagine. J'imagine. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler et j'achète du matériel. Oui, parce que je me mets à fond dans la peinture. Et je commence avec le doigt à te faire. D'accord. Ouais. Ok. Donc, quand moi je te rencontre, en fait, tu as tes tout débuts, quoi. Oui, je suis tu as tes vraiment tout débuts sur parce que la scène hockey. après cette exposition qu'on a fait avec M. Kenny, il m'a proposé, je crois qu'il m'a inclus dans un projet où j'ai rencontré Landry Mbassi. Landry Mbassi qui est un commissaire camerounais. Oui, donc quand M. Kenny m'a inclus dans ce projet de résidence, je présente un travail qui intéresse Landry Mbassi et par la suite, il me demande s'il y a des œuvres pour le Douala Art Fair. Je lui présente quelques œuvres et c'est comme ça qu'il expose là-bas. Mais après, je voudrais savoir, parce que tu as fait une formation de céramiste. Oui. Mais ton premier travail qu'on découvre sur la scène, c'est de la peinture. C'est de la peinture. Comment se fait cette migration? Tu vois, c'est assez bizarre. On se serait dit, ok, on va voir le travail de la céramique, mais non. Oui, j'ai fait, quand je suis sortie de Mbalmayo, j'ai fait une première exposition à l'OTNI de céramique. D'accord. Oui. Mais c'est vrai qu'on découvre davantage la peinture parce que je suis davantage passionnée par la peinture que la céramique. Ouais. La céramique, j'aime beaucoup.
J'aime sentir la forme et tout ça, mais je suis vraiment en extase quand je vois les couleurs. D'accord. Ouais. Je comprends. Mais moi, ce qui m'a vraiment saisi dans ce travail que tu as présenté à Douala Art Fair, la toute première édition, c'était la dextérité qui était la tienne et qu'on retrouve encore dans ton travail aujourd'hui. Mais j'imaginais déjà le temps que ça te prenait pour produire ces œuvres-là. Et j'invite vraiment, parce que là, c'est pas visuel ce que nous faisons comme émission, mais il faut absolument que ceux qui nous écoutent aillent un peu chercher sur toi, sur ce travail de pointillisme-là. C'était des points de peinture qui, associés, donnaient des formes, des visages et bien plus des fois. Peux-tu un peu nous parler de ça? Comment tu arrives à cette esthétique-là? Et pourquoi cette esthétique-là? Cette esthétique, ça parle d'une quête de personnalité. Ouais. L'identité propre. Parce qu'on met du fait que je sois rattachée à une famille, que j'ai une certaine descendance, je me dis, à part ça, toi, tu es qui, Lauriane, en tant que personne? Tu t'amènes à pas un nom reconnu, ton père, tu l'as connu à peine. Ta famille, on ne la connaît vraiment pas. Toi, tu seras qui? Alors, j'ai commencé à me construire. Et je regarde autour de moi et j'écoute. Et ma mère m'a toujours répété, il faut être patiente. Je lui dis, maman, je suis fatiguée de cette patience-là. Elle dit, non, sois patiente, les choses arriveront au bon moment, tu sais. Et elle m'a toujours répété cela. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, je sais pas, comme ça, et j'ai commencé d'abord par les traits, à faire des trucs un peu volage comme ça, là, des traits juste comme ça. Et puis, ça donne quelque chose quand je me recule. Je prends du recul pour regarder. Et après ça, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'étais devant une toile comme ça. J'ai commencé à faire des points, peut-être parce que je pensais à mon grand-père, parce qu'il avait tous des colliers de perles autour du cou. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si c'est le fait que ma mère me répétait d'être patiente. Mais ce qui est sûr, et dont je ne doute pas, c'est que c'est un processus qui est en relation avec ma personne, mon vie profonde, ma spiritualité. Ouais, c'est une quête de quelque chose que moi-même je ne sais pas. Tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Voilà. Parce que c'est quand même très méditatif de ce process-là. Effectivement. Construire un ensemble, mais en procédant par points ainsi. Et comme je suis quelqu'un, je dirais, très spirituel, j'aime beaucoup la spiritualité. Et je me dis, peut-être il y a quelque chose dans ce processus-là qui est propre à mon identité que j'ignore. Mais je saurais mettre la main dessus. Je ne saurais vraiment pas réellement ce qui se passe. Mais je crois que c'est un peu spécial parce que... À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.